Alors voilà, je vous indiquais ici, en termes de couleurs, donc il existe ce genre d'outils qui permettent de mesurer, la dégradation de la couleur du fond. Bon ici, c'est appliqué sur une Granny Smith, je pense, ou une Golden, mais ici, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est de voir, bon, on va partir d'un fruit qui va avoir plutôt cette tendance-là et on va avoir une évolution du vert vers le jaune. Ça, c'est évidemment trop mûr et il va falloir trouver le compromis pour, arriver peut-être en 3, 4. Voilà, c'était des outils qui peuvent être, utiles. Donc nous en avons comme ça, c'est un carton, on peut et on va découper ici, le trou et on va pouvoir faire passer la pomme dans le trou pour mesurer la couleur. Voilà, c'est un petit bon voilà, ce sont des outils, mais avec l'expérience, vous n'aurez plus besoin de ces outils-là, hein. Mais au départ, c'est peut-être parfois intéressant d'avoir, ce genre d'outils pour se situer, quoi. Alors, autre indicateur, je vous avais dit, le pédoncule doit pouvoir se détacher facilement à la zone d'abscission, hein, donc c'est la zone d'abscission, c'est cette zone, entre l'extrémité du pédoncule et la tache du pédoncule au niveau de la branche. Et bien évidemment, bon voilà, note 10, on ne tire pas une pomme, on la soulève. Donc et généralement, on pose son index à l'endroit de la zone d'abscission, ici, on met son index là et on soulève la poire et normalement, quand la poire est mûre, elle doit se détacher facilement. Si elle n'est pas mûre, quoique il y a des variétés qui tiennent très longtemps à l'arbre, hein, bon, je prends encore un exemple, c'est par les extrêmes qu'on peut essayer d'illustrer ce genre de phénomène. La variété, bronzée d'Anguien, qui est une poire qui tient à l'arbre. C'est l'équivalent de la Van Dievoet en poire. Donc quand il n'y a plus de fleurs, quand il n'y a plus de feuilles sur l'arbre, il y a encore des fruits, eh ben, la bronzée d'Anguien est également un sapin de Noël fruitier. Donc vous aurez dans votre jardin un sapin de Noël pommier et un sapin de Noël poirier, et vous aurez 2 sapins de Noël dans votre jardin sans devoir mettre de boules artificielles et consommer des choses inutiles. Bon bref, ça c'est un petit, un petit aparté. Mais donc on met juste son pédoncule, on met son pédoncule, on met son index ou un doigt à l'endroit de la zone d'abscission et on soulève le fruit et le fruit se détache. Alors, ensuite, les indicateurs intérieurs, cette fois-ci. Donc, je vous ai montré les indicateurs extérieurs et là, on rentre un peu plus dans de la technique. Des techniques relativement simples et je pense qu'un producteur qui aurait quelques hectares, ou même 1 hectare ou enfin quelques centaines d'arbres, à gérer, ça vaudrait la peine de se fournir en un réfractomètre, qui est un appareil très simple à utiliser et qui donne une indication, très fiable de la teneur en sucre. Bon, normalement, ça mesure la matière sèche du jus, mais comme on assimile la matière sèche au sucre, parce que c'est quand même la partie la plus importante d'un jus de fruits, c'est un élément qui pourrait être intéressant. Attention qu'il existe des réfractomètres avec différentes gammes de sensibilité. Donc, par exemple, le réfractomètre utilisé pour mesurer la teneur en eau d'un miel n'est pas du tout la même échelle qu'un réfractomètre qu'on va utiliser pour mesurer la teneur en sucre d'une pomme ou d'une poire. Donc, dans le cas de fruits comme la pomme et la poire, le range de capacité de mesure va se situer de mémoire entre 0 et 50 degrés Brix. Alors que pour les miels, on va devoir aller de 70 à 80-90 degrés Brix, parce qu'on a beaucoup plus de sucre dans du miel, évidemment, que dans un jus de pomme ou un jus de poire. Donc voilà, ça c'est la seule différence. L'ordre de grandeur de ce genre de réfractomètre, je ne saurais plus dire. Peut-être une centaine d'euros, 150, 200 euros, je ne sais pas. Ça, il faudrait se renseigner. Bon, alors, pour tout ce qui concerne les indicateurs extérieurs, mais encore plus intérieurs, il y a une importance capitale du choix de l'échantillon. L'échantillon de fruits sur lequel vous allez faire vos mesures doit être réellement représentatif de l'arbre ou des arbres que vous allez devoir cueillir. Donc ça, c'est vraiment important. Pour les professionnels, mais je dis bien pour les professionnels, on indique qu'il faudrait, de façon optimale, faire des mesures sur une vingtaine de fruits pour avoir une mesure représentative de la diversité. Bon, soyez bien rassurés, quand vous devez travailler et prendre vite des décisions, vous ne le faites pas sur 20 fruits, vous le faites sur quelques fruits
Mais ne prenez pas les plus gros, ni les plus petits, ni les plus verts, ni les plus rouges, ni les plus jaunes. Vous prenez ceux qui sont dans la moyenne de ce que vous voyez sur votre arbre. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'échantillon représentatif. Donc, où mesurer la teneur en sucre? Parce que vous savez bien que la sphère d'un fruit, eh bien, vous allez avoir une tendance à avoir une concentration en sucre supérieure dans la partie rouge, donc la partie colorée, et dans la partie superficielle de l'épiderme. C'est là aussi que vont se situer les vitamines. Vitamine C, entre le 1er millimètre et 3 millimètres, c'est dans cette zone-là d'épaisseur de chair que se trouve peut-être 80 ou 90% de la teneur en vitamine C. Donc quand on dit ne pas peler, bon, c'est les gens, une grippe réban par exemple, moi je ne sais pas manger une grippe réban si je ne l'appelle pas, mais je l'appelle en retirant une très très fine couche d'épiderme. Donc il faut peler de façon très prudente et très méticuleuse, et à ce moment-là, vous allez récupérer un maximum de qualité nutritionnelle. Bon voilà, ça c'est encore une parenthèse. Donc où va-t-on mesurer le sucre? Parce qu'on voit aussi que la partie supérieure d'un fruit est souvent plus à la lumière que la partie inférieure, évidemment, parce que la partie inférieure est souvent à l'ombre. Eh bien, cette partie supérieure est plus sucrée que la partie inférieure du fruit. Donc, pour avoir une mesure représentative, on va se situer à la partie médiane du fruit, donc au niveau de l'équateur, hein, de l'équateur du fruit. Et pour avoir une zone aussi intermédiaire, on va se situer pour une pomme bicolore. Ben, je vais prendre la pomme, je ne sais pas moi, la rainette de Walef par exemple. Eh ben, on va se situer entre la partie rouge et la partie non colorée. Et donc, dans cette zone frontière entre la partie colorée et non colorée, bon, nous, ce que nous faisons, c'est on prend une petite tige, on l'enfonce dans le fruit et on en retire une petite goutte de jus qu'on va déposer sur la petite fenêtre du réfractomètre ici. Et à ce moment-là, on regarde ici par l'oculaire et on va pouvoir mesurer, avoir une valeur du degré Brix. Il existe aussi des Brix, des réfractomètres automatiques, où là, à ce moment-là, vous mettez la goutte ici, ou les gouttes, et vous pouvez avoir directement la mesure de façon digitale. Mais c'est un gadget, ça coûte plus cher. Ben, ceci est suffisant. Bon, donc, on a à ce moment-là le degré de sucre, qui est une indication évolutive. Donc, comme je vous le disais, le sucre évolue, puisque normalement le taux d'amidon diminue et le taux de sucre augmente. Donc, si vous faites à 2-3 périodes, vous mesurez la période de sucre, vous voyez l'évolution de la teneur en sucre, qui est quand même un facteur important pour la qualité gustative du fruit. Le deuxième paramètre, c'est la fermeté. À nouveau, l'importance d'avoir un échantillon représentatif, on fait normalement sur le même. À la limite, ce qu'on fait aussi, c'est le jus qui sort, si on fait les deux paramètres, le jus qui sort au moment où vous allez enfoncer votre pénétromètre, vous allez avoir du jus qui va apparaître ici. Mais ce jus-là, vous pouvez l'utiliser pour mesurer la teneur en sucre. Donc, vous allez utiliser ce jus-là pour mesurer le degré Brix avec votre réfractomètre. De nouveau, on va le faire au même endroit, donc à la partie médiane, donc à l'équateur, aux zones frontières entre la partie colorée et non colorée, sans la plure. Parce que sinon, on mesure la fermeté de la plure et non pas la fermeté de la chair. On pourrait faire les deux, hein, mais généralement, pour des mesures de qualité, on utilise le pénétromètre en retirant une toute petite, le 20 dixièmes ou 30 dixièmes de millimètre qu'on retire et puis on mesure. Et les embouts sont différents pour la pomme et pour la poire. Donc pour la pomme, c'est un centimètre carré, l'embout. Pour la poire, c'est un demi-centimètre carré. Bon voilà, bon, ça c'est des éléments techniques. Alors le troisième élément d'indicateur de maturité intérieure, qui semble-t-il est quand même un des plus intéressants, parce que c'est une valeur globale. Bien sûr, les deux autres paramètres sont importants aussi, mais celui-ci, il demande un peu plus de matériel, on va dire. Donc, le test à l'iode. Donc, au fur et à mesure que le fruit mûrit, son amidon se transforme en sucre. Et donc, la solution iodée va réagir avec l'amidon. Et plus il y a d'amidon, et plus il va réagir. Et donc, à ce moment-là, l'amidon va se transformer avec l'iode en une couleur noire. Et donc, ici, si on voit
voilà, vous voyez ici, on fait des coupes transversales dans les fruits. Et vous voyez qu'ici, ce fruit-là est beaucoup moins mûr que celui-ci. Donc, il y a beaucoup plus d'amidon ici. Il y a une teneur moyenne en amidon là et une teneur très faible en amidon là. Alors ici, on donne la recette pour produire la solution iodée. Donc, pour 250 millilitres, ben, c'est 2% d'iode, soit 5 grammes, 4% d'iodure de potassium. Et ce genre d'éléments, on les trouve normalement chez des pharmaciens ou chez des droguistes. Maintenant, il paraît que l'iode est un produit toxique, donc il faut être prudent. Et donc là, ben avec un petit pinceau ou un petit spray, on applique la solution iodée, IKI, et on laisse quelques minutes réagir. Et après, on peut faire la visualisation de la teneur en amidon, qui est un facteur. Et il existe alors des échelles. Bon, là, les professionnels vont dans les détails avec des réactions de type circulaire ou de type radial. Donc voilà, ici, on a des réactions de type radial et là, des réactions de type circulaire. Là, évidemment, c'est un fruit pas du tout mûr et là, c'est un fruit surmûr. Et donc, en fonction des variétés, on va pouvoir définir le degré de maturité en fonction du type de profil de réaction de l'IKI vis-à-vis de l'amidon de la pomme. Et donc, c'est un peu technique, je suis désolé, mais comme ça vous donne bien un indicateur qui reprend l'ensemble de tous ces facteurs pour bien montrer que ces trois facteurs sont des facteurs prépondérants pour déterminer la date optimale de qualité d'un fruit. C'est que l'indice de Streiff, c'est la valeur de la fermeté. Donc, avec le pénétromètre, on mesure la fermeté en kilos par centimètre carré. On note l'indice de couleur d'amidon qu'on a pu mesurer ici, c'est par exemple 6, 7, 2, 4, 8, etc. Et on multiplie cet indice de couleur d'amidon par le Brix. Et le rapport des deux nous donne un indice. Et cet indice est variable en fonction des variétés. Et donc, si vous voyez ici, bon, ici c'est des variétés commerciales, mais vous voyez qu'ici, par exemple, l'indice de Streiff, pour Ariwa, c'est entre 0,12 et 0,29. Pour Elstar, c'est entre 0,17 et 0,30. Pour Jonagold, c'est entre 0,7 et 0,8. Vous voyez là, il y a une très forte différence par rapport à une variété comme la Cox Orange, par exemple. Et donc, chaque variété, la Gloucester, par exemple, ici, l'indice est encore plus élevé. Et donc là, vous avez des échelles qui ont été définies sur base expérimentale, donc c'est empirique. Vous avez ici également, pour les variétés, pour chaque variété, le taux, donc l'indice de régression d'amidon avec les échelles qu'on vous a présentées. Et vous voyez que, par exemple, des variétés comme Gravenstein se cueillent à des indices nettement plus élevés que Idaret ou que Maygold, par exemple. Donc voilà. Donc, à nouveau, ces indices d'amidon sont des indices qui sont des indicateurs, mais qui sont en lien avec la variété. Et évidemment, l'usage qu'on veut faire de cette variété. Donc ici, les valeurs médianes ou en tout cas moyennes des Brix, on voit que toutes ces variétés modernes ont des taux de sucre relativement faibles, ou en tout cas, ils ont des taux d'acidité très faibles, et donc le taux de sucre faible fait en sorte que la pomme paraît douce, mais en fait, elle n'est pas sucrée. Parce que si je prends l'exemple d'une cour pendue, la cour pendue peut atteindre des degrés Brix de l'ordre de 18 à 20. Donc quasi 2 fois supérieur aux variétés modernes. Donc voilà déjà des particularités de variétés anciennes. Bon, la Radoun est dans ces gammes-là, mais donc ça dépend des variétés. Et la pénétrométrie, ben, si vous prenez une Van Dievoet, elle est peut-être à 15 de dureté par rapport à des variétés que l'on présente ici. Donc c'est pour montrer que les variétés anciennes ont un range beaucoup plus étendu que les variétés modernes, évidemment. Alors, évidemment, les professionnels définissent ce genre de fiches où on va donner le code optimal en termes d'amidon, la fermeté optimale entre 7 et 6. Et ils donnent alors pour chaque variété la température optimale, si on doit réduire l'oxygène, le CO2, etc. Mais ça, c'est vraiment le taux ultime d'information qui ne sont pas indispensables dans le cadre des activités que vous allez devoir mener avec vos variétés anciennes. Alors, juste pour dire qu'on a eu justement ce genre de projet de recherche
qui visait à avoir un indice qui, en une mesure, permettait d'avoir un indice de maturité, qu'on ne doit pas faire la pénétrométrie, donc tous les facteurs précédents, hein, les facteurs de référence, la régression d'Hamilton, la fermeté, la teneur en cycle, là on faisait l'acidité, la titration d'acide, les polyphénols totaux, enfin, tous ces éléments-là, on s'est dit c'est quand même fastidieux. Soit on va vers des mesures pragmatiques, on goûte, on regarde et on a l'expérience et après on prend les décisions en fonction de ces degrés d'expérience. Soit on est plus rationnel et on veut avoir des indicateurs beaucoup plus précis. À ce moment-là, on est parti par ce genre d'indicateur extérieur ou par des mesures par infrarouge. On a une capacité à ce moment-là de mesurer, par exemple, la chlorophylle, qui est justement un indicateur de maturité du fruit. Et donc, on a pu mettre en évidence que cette approche pouvait être utile. Mais on ne l'a pas appliquée sur des variétés anciennes. On l'a appliquée sur des variétés destinées aux professionnels. Voilà, donc là, on est dans toute la partie qui me paraît vraiment fondamentale pour aller vers maintenant les méthodes de conservation. Donc, je passe maintenant à un autre chapitre qui est on accueille les fruits, on les accueille au bon moment, on a défini nos stratégies, on a défini nos priorités, on a maintenant les fruits, qu'est-ce qu'on en fait et comment doit-on faire en sorte pour soit affiner pour certaines variétés, soit pouvoir conserver longtemps et pouvoir avoir une période de consommation beaucoup plus longue que si on n'avait pas de moyens de conservation. Donc, ne jamais oublier qu'un fruit, c'est vivant. Donc, même cueilli, donc on a ici la zone d'abscission, même quand le fruit quitte sa mère, en fait, quand le fruit quitte son arbre, il continue à vivre. Donc, il continue à respirer, il continue à dégager du CO2, il produit de l'éthylène. Donc, c'est un être vivant. Et donc, il perd de l'eau, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a de l'oxygène, donc il consomme de l'oxygène, il dégage du CO2, ça c'est le phénomène de respiration. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il produit de l'éthylène, et en produisant de l'éthylène, il favorise, il augmente la vitesse de maturité. Et pendant la conservation, évidemment, il y a toutes sortes de maladies qui peuvent se développer, qui peuvent rendre le fruit non propice à la consommation. J'en profite ici également pour dire que certains champignons produisent des mycotoxines, et la plus connue évidemment de ces mycotoxines, la plus dangereuse, c'est la patuline. Et donc tous les fruits qui développent des pourritures, et en particulier des pourritures de type pénicillium, donc cette espèce de voile bleuâtre qu'on voit notamment sur les oranges quand elles pourrissent, eh bien, ce genre de phénomènes que vous voyez sur des pommes sont des phénomènes dangereux parce que ces champignons produisent des patulines, donc des mycotoxines qui sont toxiques. Et quand vous avez même des taches abîmées, la patuline se diffuse dans la chair fraîche, non atteinte par la pourriture, par exemple, jusqu'à quelques centimètres. Donc, il faut vraiment retirer un bon pourtour de chair pour éviter d'avoir de la patuline. Et quand on fait du jus, il faut être hyper prudent parce que quelques pommes pourries peuvent faire augmenter très rapidement votre taux de patuline dans votre jus et le rendre impropre à la consommation. L'AFSCA est très sourcilleuse, surtout si vous le mettez sur le marché. Bon, en consommation locale, c'est vous qui prenez les risques. Hein. Donc, soyez très, très prudents de ne pas transformer des fruits qui sont de façon quelconque, qui offrent des symptômes, enfin, qui présentent des symptômes de pourriture. Même des fruits atteints de carpocaps, parce que le terme même carpocaps, c'est en fait un ver qui va se nourrir des pépins qui se trouvent dans les carpelles, carpo. Et donc, quand ils vont se nourrir dans les carpelles, ils vont jusqu'au carpelles se nourrir des pépins, ces carpelles sont endommagées et souvent par le canal d'introduction du ver, des champignons peuvent se développer et provoquer de la patuline à l'intérieur du fruit alors que le fruit ne paraît pas pourri. Donc là, il faut être prudent aussi des fruits qui sont atteints de carpo. Bon, c'est aussi une parenthèse, mais c'est un élément important de la qualité. Et évidemment, en cours de conservation, on va avoir une baisse de fermeté, la texture qui va évidemment changer et une perte en eau. Typiquement, les variétés rugueuses sont les variétés qui vont le plus perdre d'eau. Les variétés les plus grasses,
les plus riches, parce qu'en cours de conservation, il y a un autre phénomène dont je n'ai pas parlé, c'est que l'épiderme produit des cires. Et donc, le fruit devient cireux, les anciens disent gras. Ils ne sont pas gras, mais enfin, si une cire, c'est gras. Et donc, la cire a la propension de protéger le fruit, justement, de l'évaporation. Et donc, les fruits les plus cireux vont moins vite devenir fripés, et les fruits les plus rugueux, donc qui n'ont pas du tout de cire, ces fruits vont se friper plus vite. Et bien souvent, un fruit rugueux aura tendance à avoir des taux de sucre, d'arôme et d'acidité plus élevés. Pourquoi? Parce qu'on concentre tous ces éléments. Il y a moins d'eau, et donc on a concentré dans le fruit tous les éléments sucrés, arômes, etc. Donc vous avez des fruits plus goûteux, généralement, alors que le commerce, malheureusement, n'a fait que des bêtises en termes de qualité gustative. Ils ont éliminé les fruits qui étaient rugueux. Or, dans toutes les études, et faites l'expérience vous-même, vous prenez la même variété, rugueuse ou pas rugueuse, vous allez bien voir que le fruit rugueux est nettement meilleur et plus sucré. Et un élément que je cite régulièrement, vous prenez une poire qui est tavelée. La tavelure est en fait un champignon qui tue la cuticule, donc qui empêche les cires de se développer. Et donc, vous avez évaporation de l'eau de ces fruits tavelés. Eh bien, très souvent, les fruits tavelés sont plus sucrés, sont meilleurs que les fruits non tavelés. D'où l'intérêt d'avoir des fruits tavelés et de ne pas continuer à traiter comme des sots pour éviter ce genre de choses. Enfin, ça, c'est encore une petite parenthèse. D'autant plus que j'aimerais bien, mais ça, c'est encore une autre parenthèse, j'aimerais bien démontrer que le fait d'avoir des réactions de l'épiderme par rapport à la tavelure produit des polyphénols qui sont utiles pour la santé. Bon, voilà, c'est encore une parenthèse et je continue. Voilà, donc bon, je vais passer, ça c'est trop compliqué, et j'arrive directement au niveau des principes de la conservation. Donc, anciennement, et on pourrait encore le faire, on pouvait conserver des fruits en silo. Je ne sais pas si vous connaissez encore les silos destinés à la conservation des betteraves fourragères. Jusqu'à présent, peut-être que ça a évolué, mais jusqu'à pas très longtemps, les améliorateurs de betteraves n'avaient pas réussi à standardiser les formes des betteraves fourragères. Et donc, les betteraves fourragères, très souvent, doivent encore être arrachées à la main et elles peuvent être à ce moment-là stockées dans des silos. Donc, ce sont des espèces, on fait une excavation dans le sol, on tapisse le fond du sol avec souvent de la paille, on dépose les fruits en tas, allongés, on remet au-dessus une couche de paille pour les protéger contre le gel, et sur la paille, on va remettre une couche de terre qui va à ce moment-là protéger contre justement l'évaporation, des choses comme ça, et on fait des petites cheminées qui permettent à l'éthylène Et donc, ce sont des techniques qui ont très bien fonctionné pendant des siècles, hein. Donc, des variétés comme Gueule de Mouton, Marie-Joseph Doté et d'autres variétés de très longue conservation pouvaient se conserver dans ce genre de silo. Le seul gros souci, c'est le campagnol, évidemment. Tous les rongeurs sont hyper friands de ce genre de conservation. Donc, il faudrait faire ce genre de silo, mais protégé contre les campagnols. Et là, ça devient un peu plus lourd à gérer. Donc, on en arrive à la façon la plus courante de conserver, c'est d'avoir un fruitier. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut cueillir au bon moment et il faut surtout faire un tri. Ne pas mettre au fruitier les fruits qui ne sont pas destinés à être au fruitier, c'est-à-dire des fruits trop gros, des fruits abîmés, des fruits trop petits, des fruits non colorés. Il faut avoir la crème de la crème, on va dire, hein. Donc, les meilleurs, les plus beaux fruits et qui sont dans la moyenne du calibre de votre arbre, ce sont les fruits sains qui vont être destinés à être conservés. Parce que sinon, vous allez avoir de très, très gros problèmes, non seulement de conservation, de dégagement d'éthylène, mais aussi de pourriture en lien avec toutes les blessures qui auraient pu être occasionnées, soit par des insectes, soit par le fait qu'on ait fait des manipulations de fruits de façon trop brusque, jeter des pommes dans des caisses, ne pas avoir, c'est une bêtise, hein, mais cueillir avec des longs ongles, c'est la cata, hein, ça va vous créer des dégâts sur l'épiderme, hein. Donc, qui dit dégâts sur l'épiderme, dit port d'entrée pour des champignons et des pourritures. Donc, le triage est très important. Et donc, bon, il y a la cave.
pour l'amateur, ben la cave, le problème de la cave actuelle, c'est que les maisons modernes sont trop isolées pour évidemment économiser de l'énergie, et on met souvent des chaudières dans la cave, donc ça, les caves sont trop sèches et ne sont plus aussi froides qu'elles ne l'étaient précédemment. Enfin, elles peuvent encore servir. On peut isoler certaines caves, et là, vous allez voir que la ventilation est un facteur hyper important. Sinon, des remises ou des abris de jardin sont vraiment des outils hyper intéressants pour la conservation de fruits, ou bien des auvents ou des choses comme ça, avec évidemment toujours les risques que ça serve. Bon, pour nous, c'est embêtant, mais pour la faune, c'est important pour eux de survivre, c'est d'avoir des dégâts de rongeurs et d'oiseaux. Donc là, il faut être prudent. Oiseaux, c'est quand vous êtes dans des types d'auvents, quoi. Alors, donc, le principe même de conservation, c'est ralentir la maturation en respectant certains critères. Donc, il faut un environnement relativement stable. Donc, il ne faut pas des variations trop brusques de température ou bien d'humidité. Il faut donc des températures les plus basses possibles. Maintenant, 3 degrés avec les hivers qu'on a, c'est très difficile. Nos caves, anciennement, on pouvait avoir des températures de l'ordre de 7, 8, 10 degrés. Donc ça, c'est des optimums qu'on atteint difficilement avec des caves, surtout des caves avec des conditions actuelles. Mais bon, les températures, plus la température est basse, évidemment pas des degrés inférieurs à 0, mais ça c'est variable suivant les variétés aussi, hein. Donc il y a des variétés qui se conservent. Chaque variété, chaque type de variété peut se conserver à des températures bien déterminées. Sinon, il y a aussi des phénomènes de brunissement. Et beaucoup de nos variétés anciennes, d'ailleurs, ne supportent pas le froid qui est appliqué à des variétés modernes, hein. Il y a des phénomènes de brunissement, de scaltes qui se développent avec des variétés. Et tant que j'y suis aussi, un facteur important, en général, nos variétés anciennes sont nettement plus riches en polyphénol que les variétés modernes. Et donc, qui dit polyphénol dit brunissement, ou en tout cas risque de brunissement. Et donc, beaucoup de variétés anciennes, quand elles sont mises dans des fruitiers ou dans des frigos trop froids, ont des réactions de brunissement de leur polyphénol dans la chair. Et il y a un facteur qui est très interpellant, c'est que beaucoup de variétés anciennes, comme Gris-Bréban, qui est très riche en polyphénol, mais d'autres, peut-être Courpendu, Rainette de France, quand on arrive en fin de période de conservation, vous les avez en cave ou bien vous les avez en abri de jardin, vous reprenez un certain nombre de fruits pour les manger dans votre maison, vous les mettez évidemment à température ambiante, eh bien, vous allez observer très souvent que vous avez une petite couche de chair qui brunit. Donc, il y a un phénomène d'oxydation suite à la réaction entre la différence de température de votre fruitier ou de votre abri de jardin et l'ambiance sèche et chaude de votre habitation. Et donc ça, ce sont des facteurs qui sont des facteurs limitants pour la conservation et la qualité optimale de beaucoup de variétés anciennes. Alors, tant qu'on était comme à l'ancien temps, on va dire, on remonte au fur et à mesure les fruits qu'on va consommer. Donc, par jour ou par 2 jours ou par 3 jours, on remonte les fruits, on va chercher les fruits à l'extérieur pour les manger. Ça pose aucun problème. Mais imaginez quelqu'un qui a un commerce, qui a conservé pendant très longtemps des fruits, et puis qui veut à un moment donné les mettre à la disposition d'un magasin ou de consommateurs, et que les consommateurs les mettent à température ambiante parce qu'ils ne connaissent pas ce phénomène-là, vous allez avoir beaucoup de clientèle qui vont se plaindre. Donc là, il faut être prudent avec certaines variétés qu'on a ce phénomène de brunissement à la sortie du frigo. Donc voilà, ça c'est aussi une parenthèse. Alors comme je vous l'avais signalé, donc le fruit, comme il perd de l'humidité, évidemment, si vous le mettez dans une ambiance humide, en tout cas pas trop sèche, en disant entre 65 et 80% d'humidité, ça va réduire la perte d'eau du fruit et donc réduire le flétrissement des fruits. Bon, trop d'humidité va aussi provoquer le développement de champignons et de maladies. Et donc, il y a toujours, de nouveau, c'est un compromis. Et donc, très important, la pièce doit être aérée. Donc, comme je vous ai montré, la maturation est en lien avec la production d'éthylène. Et donc, l'éthylène étant le facteur prépondérant d'accélération de la maturation des fruits, il faut absolument pouvoir évacuer cet éthylène pour augmenter la durée de conservation des fruits. Voilà. Et alors, évidemment, les fruits
qui pourraient être atteints de pourriture et donc de maladies de conservation. Ces fruits, non seulement contaminent les autres fruits, donc on dit souvent il faut un fruit pourri dans un panier contamine tous les fruits qui sont en contact avec ce fruit pourri. Donc dans une équipe, quand vous avez une personne qui pose des problèmes, vous dites bon, on va retirer le fruit pourri du panier, sinon ça va contaminer les autres. Je n'ai rien dit et j'ai tout dit. Et par ailleurs, le fruit qui pourrit a tendance à dégager énormément d'éthylène. Et donc, comme on veut réduire l'émission d'éthylène dans le lieu de stockage, il n'est pas très intelligent de garder les fruits qui pourrissent. Donc, il faut passer régulièrement dans les fruitiers et éliminer et extraire du lieu de conservation les fruits qui seraient atteints de pourriture. Donc, l'aération est un facteur prépondérant. Donc, ce qu'on fait, donc vous avez compris que plus la température est basse, mieux c'est, plus c'est aéré, mieux c'est. L'humidité joue un rôle. Donc, au niveau de l'aération, on doit créer un courant d'air, d'une façon ou d'une autre. Bon, ici, c'est une explication qui a été faite par Alain, donc je remercie Alain. Et donc, il faut créer, le principe même, c'est d'avoir un courant d'air que l'air froid étant plus lourd que l'air chaud, il faut faire descendre et entrer de l'air froid dans le lieu de stockage et éliminer l'air chaud, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on fait des espèces de cheminées ou en tout cas des ouvertures en hauteur qui va permettre d'évacuer l'air le plus chaud et le plus riche en éthylène. Et donc, par exemple, ici, il expliquait, et ça je trouvais ça intelligent, pour créer une différence de pression et provoquer une circulation d'air, les orifices d'évacuation de l'air chaud seront plus petits que ceux de l'air froid. Donc, ça permet de créer une tension et d'avoir plus d'air froid finalement qui rentre dans le fruitier. Et il est important de pouvoir régler ces ouvertures. Une façon de faire, c'est par exemple, quand vous avez fait vos cueillettes, les nuits sont parfois, on espère, les nuits sont relativement froides, mais quand la nuit se développe et que la froidure de la nuit apparaît, c'est à ce moment-là que vous allez ouvrir les ouvertures dans le bas de votre fruitier pour charger votre fruitier d'air froid pendant la nuit, et puis vous fermez vos ouvertures pour la journée pour empêcher l'air plus chaud de la journée de rentrer également dans le fruitier. Donc c'est tout un petit jeu de suivi de ces ouvertures qui va vous permettre d'optimaliser la durée de conservation. Bon, évidemment, si vous êtes un amateur, vous mettez ça dans un fruitier ou dans un abri de jardin qui est de toute façon ventilé, vous n'allez pas commencer à chipoter avec ça. Mais il y a moyen de mettre même des buses à poils, de bus de poils que vous mettez dans la partie haute de votre fruitier avec un chapeau et avec l'effet Venturi. Vous allez avoir un appel d'air qui va favoriser la circulation de l'air. Et dans le bas de votre fruitier, vous remettez aussi une buse de poils que vous fermez bien en bas. Donc ça, c'est un élément très important, c'est qu'il faut l'ennemi numéro 1, en plus de l'aspect sec et du fait qu'il fasse chaud dans un endroit, ce sont les rongeurs, hein, donc les campagnols, les souris, les rats, les laireaux, tous ces éléments-là, éventuellement, il faut être très, très prudent qu'ils ne rentrent pas dans vos lieux de stockage, parce que ça fait de très, très gros dégâts. Donc les rongeurs, hein, avoir une vigilance très particulière, bien fermer les portes, etc. Donc voilà. Alors, également, au niveau de l'éthylène, il y a des petits stratagèmes qui peuvent, en plus de la circulation d'air et l'évacuation d'air, peuvent aider à réduire la teneur en éthylène. Et un élément simple que j'ai vu d'ailleurs lors d'un congrès de production biologique en France à Tech Bio, c'est un producteur, enfin c'est un commerçant, il a créé un substrat dans lequel il a imprégné du permanganate de potassium. Il a logé ces substrats avec le permanganate de potassium dans des espèces de sacs de jute. Et ces sacs de jute sont disposés dans le lieu de stockage. Et la réaction de l'éthylène, donc le permanganate de potassium, réagit avec l'éthylène en détruisant l'éthylène. Et donc à ce moment-là, ça permet de réduire simplement
le taux d'éthylène. Maintenant, comment recycler le permanganate de potassium qui a réagi avec l'éthylène? Ça pose encore une question. Donc là, il faudra encore s'informer pour voir comment ça fonctionne. Mais il existe, paraît-il, donc des éléments qui sont actuellement commercialisés pour réduire éventuellement le taux d'éthylène, soit par caisse, soit par chambre, soit par palox. Et aussi, ça j'ai été étonné en faisant un peu de littérature sur le sujet, anciennement, en Suisse, il mentionne que dans des fruitiers, où il faisait d'ailleurs des fruitiers dans des parois rocheuses, donc des espèces de cavernes, hein, eh bien, il rassemblait des mousses qui récoltaient dans les bois. Et il semblerait que la mousse vivante, donc il faut qu'elle soit encore vivante, et il faut qu'on prenne la mousse avec un peu de substrat et qu'on l'humidifie régulièrement la mousse pour qu'elle reste vivante. Évidemment, à l'ombre, à mon avis, la mousse, à un moment donné, elle va dépérir. Et donc, il faut régulièrement renouveler la mousse. Mais la mousse réagit avec l'éthylène et réduit le taux d'éthylène dans une atmosphère relativement étanche. Donc voilà un élément naturel qui pourrait être… et moi j'ai un voisin par exemple qui est un fou de sa… il y en a peu heureusement, mais enfin il y en a quand même encore, qui fait de la scarification de sa pelouse, qui évidemment elle était sa pelouse était très riche en mousse, et il m'a donné des sacs de mousse issus de sa scarification. Bon, là, c'est un élément qui pourrait éventuellement être envisagé. Bon, c'est anecdotique, hein, mais enfin, ça a le mérite d'être mentionné. La température, bien évidemment, la température est un facteur clé. Donc, profitez évidemment des nuits froides, humides, pour ouvrir vos ventilations basses et faire rentrer de l'air froid dans votre fruitier. Éventuellement, amener l'air froid si jamais il n'y a pas assez de circuit d'air naturel avec un petit ventilateur qui aspire l'air froid du bas, côté nord. Donc évidemment, les entrées devraient être côté nord et les évacuations côté sud, qui vous permet d'avoir justement cette espèce de différence de pression d'air entre l'air froid et l'air chaud. Et éventuellement s'équiper d'un petit ventilateur muni soit d'un horodateur qui vous permette de définir les périodes où vous allez faire fonctionner votre ventilateur, notamment la nuit, et le couper la journée. Bon, c'est des éléments relativement simples et techniques qui peuvent être mis en œuvre. L'aménagement d'un plancher à claire-voie, bon, ça, je l'ai mentionné parce que Alain le mentionnait, mais je ne suis pas sûr que ce soit facile à mettre en œuvre. Et donc, pour le reste, ben, les parois doivent être évidemment relativement isolées pour éviter les variations de température. Hein. Donc, c'est surtout ça, hein, essayer d'avoir le maximum de température constante et aussi surveiller les gelées nocturnes, parce qu'à un moment donné, les fruits stockés dans un abri de jardin ou dans une remise peuvent supporter des températures de l'ordre de -1, -2, -3 degrés à l'extérieur, -3, -4. Mais une fois que vous arrivez à des -5, -6, là, votre lieu de stockage va geler et vous allez avoir des dégâts de gel sur vos fruits. Donc là, il faut soit protéger, fermer toutes les ouvertures, protéger avec des couvertures, ou s'il gèle vraiment trop fort et dans des périodes trop longues, à ce moment-là, il faut rentrer les fruits dans des lieux à l'abri du gel. Bon, ça nécessite évidemment de la manipulation. Alors évidemment, la cave ou le lieu sous terre est quelque chose de simple et naturel qui permet de maintenir une température, ben, évidemment, des cavernes ou des choses comme ça, on n'en a pas chez nous, mais c'était utilisé pour les cultures de champignons anciennement, hein, toutes ces cavernes. Ici, ben voilà, on a à ce moment-là le degré d'humidité et la stabilité de la température qui est plus assurée quand on est dans des fruitiers sous terre. Alors l'humidité, ben, voilà, l'humidité est importante, ni trop ni trop peu. La terre battue, c'est l'idéal parce que ça maintient un réservoir d'humidité. Les sols en béton, ce n'est pas l'idéal. Donc là, il faudra surveiller l'humidité et voir le degré d'avancement de fripement des fruits, qui sera un indicateur d'une humidité trop peu élevée. Et là, évidemment, il faudrait peut-être bassiner le sol de temps en temps pour augmenter l'humidité de votre lieu de stockage.
Alors, on en arrive à… Alors, étagère ou caisse, bon là, c'est évidemment, l'amateur peut travailler avec des étagères s'il en a, c'est évidemment le top, mais bon, il y a comme ça des anciens fruitiers qu'on retrouve dans des châteaux, des choses comme ça, c'est magnifique, et ça permet évidemment d'avoir des lieux de stockage. Maintenant, il y en a qui utilisent des treillis de type poussin, avec des lattes, qui permettent d'avoir une zone de stockage plus facile que de mettre des lattes. Et permettre de l'aération des fruits. Donc ça, il y a toutes sortes de modèles de type d'étagères à fruits, mais la plupart des cas, on va utiliser des caissettes qu'on va mettre sur des étagères. Et dans ces caissettes, ben alors là, il faut définir combien de lits de fruits. Évidemment, l'idéal, c'est 1 lit de fruits, parce qu'on voit mieux. Alors la pomme, par principe, on met le côté mouche, la partie supérieure du fruit. Donc, c'est la partie visible quand on va déposer les fruits dans des étagères, quand on a le temps et quand on peut le faire. Parce que souvent, les points de pourriture démarrent au niveau de la mouche et alors on a une meilleure visibilité des fruits qui commencent à pourrir. Et les poires, évidemment, ben, la poire, c'est l'inverse, puisque la poire, on ne pourrait pas la mettre sur son pédoncule. Donc, alors, important aussi, c'est que d'une saison à l'autre, il faut désinfecter le fruitier. Donc, nettoyage des locaux du matériel, balayer, désinfecter les sols, éventuellement brûler une mèche soufrée comme on le fait dans certaines barriques de vinification. Je ne l'ai jamais fait, mais il paraît que ça peut se faire. Éliminer les résidus, aérer. Ici, je sais que dans les chambres froides, en été, on vide tout, on nettoie avec une eau savonneuse, éventuellement avec une solution très, très, très légère d'eau de Javel. Et à ce moment-là, avec un pulvérisateur, on peut pulvériser, mais il faut mettre un masque parce que l'eau de Javel n'est pas un enfant de cœur. Enfin, toujours est-il que la désinfection du fruitier, les odeurs, faire attention à toutes les odeurs, parce que les odeurs vont s'imprégner. Bon, de nouveau, une petite parenthèse, mais j'ai reçu un jour un lot assez important de fruits à identifier qui provenait d'une cave qui avait subi une fuite de mazout. Alors, je ne vous dis pas, moi qui suis spécialiste de goûter les fruits pour pouvoir identifier les variétés, je me suis ramassé des fruits avec un goût et une odeur de mazout, pas piqué des vers. Donc, les fruits s'imprègnent des odeurs. Donc, idéalement, on ne mélange pas les fruits, mais ce n'est pas facile avec un amateur. Donc, on ne mélange pas les poires et les pommes, par exemple. Mais bon, ça, ce n'est pas faisable, ce n'est pas facile à appliquer, mais c'est des principes de base. Et donc, ici, voilà quelques exemples maintenant de type de fruitier. On va pouvoir aller un peu plus vite. Donc, je pense que d'ici 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, on aura fini. Donc, voilà un exemple de fruitier en cave, où on a l'ouverture ici côté nord, où l'air froid va s'engouffrer dans le fruitier. Et côté sud, on va avoir une cheminée d'aération. Soit on prend avec une buse, on fait un trou ici dans le mur, et on met une buse qui va dépasser ici, avec un petit chapeau, avec un effet Venturi. Et donc là, à ce moment-là, vous allez avoir une circulation d'air, donc à l'opposé, évidemment. Les ouvertures et les sorties sont mises à l'opposé. Ça, c'est un exemple, évidemment, c'est l'idéal, mais ce n'est pas courant, on va dire, c'est pas courant. Mais bon, voilà, si on peut, pourquoi pas. Alors, on a d'autres types d'exemples de fruitiers. Là, je remercie évidemment Benjamin, parce que ce sont tous des exemples de Benjamin. Ici, c'est dans une cave ou dans une remise. Bon, c'est une personne qui a stocké les fruits dans des caissettes. Donc voilà, des lits de fruits. Et donc, il recouvre en cas de… Oui, j'ai été peut-être un peu vite, mais il recouvre en cas de grand froid et ça lui permet de conserver. Faire très, très attention dans ce genre de lieu. D'abord, justement, faire attention s'il y a des machines, les odeurs et tout ça. Donc, faire très attention à ça et aux rongeurs. Hein. Donc, ça, c'est vraiment un facteur très, très important. Alors, voilà un autre fruitier qui est d'Henri d'Autrep. Lui, il a une bonne cave, il a fait des étagères, et dans ces étagères, il a mis des caissettes, et ça lui permet de suivre, il a justement aussi des aérations,
Bon, j'étais un peu trop vite, excusez-moi. Et il a des clés de stockage, voilà. Alors, un autre exemple de fruitier, c'est chez Paula de Fresnes, où là, elle a aussi des systèmes de ventilation qui sont faits et elle a des étagères sur lesquelles elle va pouvoir déposer ses fruits et ses bocaux de conservation. Bon, ici, elle n'a pas beaucoup de fruits, donc ça va, mais ça prend énormément de place, hein. Quand on a des clés comme ça, c'est pas toujours adapté à des productions importantes. Et là, vraisemblablement, bon, soit on est au bout de la conservation de la poire, soit il y a un peu un manque d'humidité dans le local. Donc aération, large et petite, les clés, le sol en terre battue. Ici, c'est au centre de Michan, donc on a une expérience menée par Eric Gauss, hein, qui a également ce type d'étagère où il stocke les fruits. Bien évidemment, là, il n'a pas beaucoup d'espace pour de nouveau conserver. Je me demande, il met aussi des caissettes, donc évidemment. Là, bien évidemment, faire fort attention aux souris. Donc les clés, il arrondit les angles. Oui, il arrondit les angles parce qu'évidemment, ici, les angles sont arrondis pour ne pas blesser les fruits. OK. Et voilà quelques astuces qu'il a développées. Donc, il a fait des aérations bien grillagées, avec des entrées et des sorties. Il a mis un petit ventilateur pour justement attirer de l'air froid à l'intérieur ou extraire de l'air chaud, je ne sais plus. Ça, il faudra qu'on lui demande. Et ce qui est très intéressant, et ça, je le recommande aussi à tout le monde, c'est d'avoir des températures, des suivis de température dans le fruitier. Éventuellement, si vous avez un hygromètre, il y a encore ces anciens hygromètres qui donnent une valeur moyenne avec une petite aiguille là, qui bouge, qu'on avait dans nos grands-parents avaient ce genre de petits hygromètres, ou bien des petits monsieur qui rentrent et qui sortent là. Bon, et il y en a qui jouent aussi avec des pommes de pin qui s'ouvrent et qui se ferment. Enfin bon, trouver un moyen de mesurer l'hygrométrie, c'est pas mal. La température, c'est surtout important en cas de gel, d'avoir les températures extérieures et les températures intérieures dans le fruitier pour savoir si on est dans une zone à risque. Extracteur d'air, alors c'est l'extracteur d'air, donc ce n'est pas de l'incorporation de l'air froid, c'est l'inverse. Contrôle des paramètres et une source d'eau. Chez nous, nous avons des fruitiers également. Donc ça, c'est grâce à Charles Populaire qui a fait construire par les travaux publics, au moment où les travaux publics étaient encore riches. Vous vous souvenez de ces émissions où on montrait les travaux inutiles avec des ponts qui menaient à rien, etc. Ben là, Populaire s'est dit, puisque les travaux publics font des travaux inutiles, eux, ils vont nous faire des travaux utiles. Et ils nous ont construit un fruitier, donc avec des hangars en surface et en cave, on a des fruitiers. Et donc là, il a appliqué le principe du fruitier qui avait été défini par Van Covenberg, des cheminées d'aération avec l'effet Venturi dans la surface, qui sont reliées en bas à la cave, et des portes d'entrée. Ici, vous avez ceux-ci sont on le voit ici, il y a du grillage. C'est par ici que rentre l'air froid, ou éventuellement ici, on a des grilles avec des fenêtres par lesquelles l'air froid peut pénétrer les nuits froides de l'automne. Et donc voilà, ça c'est un système qui fonctionne relativement bien. On est sous-sol, évidemment là on s'était équipé avec un monte-charge pour permettre de descendre plus facilement les fruits avec des chariots sur roulettes. Donc on remplit le chariot de roulettes de caissettes et puis après une fois qu'on arrive en bas, on décroche ici le câble et on va amener le chariot à l'endroit du fruitier où on va mettre sur des étagères, on va aller déposer les caissettes avec 1 ou 2 litres de fruits pour pouvoir suivre la maturité du fruit. Vous voyez ici donc la chambre de descente d'air froid et vous avez ici voilà, la chambre de descente d'air froid ou ici par la fenêtre qu'on peut ouvrir, fermer, et vous avez ici une possibilité de fermeture ou d'ouverture des loquets d'aération. On est sous-sol, donc ici on a des pompes vide-cave parce que parfois on avait trop d'humidité et donc c'est également un moyen de gérer l'humidité. Ici, vous voyez qu'on a également établi des étagères sur les murs, donc on a des étagères entre les murs avec une ventilation possible. Et je lisais, donc ça c'est peut-être intéressant à avoir comme indication ce sont des indications, hein, c'est des aides à la décision de nouveau. Hein. Donc, les anciens disaient que dans des fruitiers ventilés, donc pas des fruitiers refroidis, hein,
il considérait que 150 à 180 kg de fruits par mètre cube était une quantité suffisante et il ne fallait pas dépasser nécessairement ces quantités parce qu'à ce moment-là, vous avez trop de déménagement de gaz et d'éthylène et le fruit en lui-même, en respirant, dégage une certaine forme de chaleur. Et donc, trop de fruits dans un fruitier pourrait être un facteur qui réduit la durée de conservation. Et il disait aussi qu'il fallait viser à avoir une ventilation de telle sorte qu'on ait un renouvellement du volume d'air de la pièce tous les 24 heures. Donc ça, c'est un peu aussi un indicateur intéressant. Alors, comment mesurer le renouvellement d'air? Je sais qu'il existe des appareils qui le font, mais pour un amateur, bon, c'est quasi impossible à mesurer. Mais c'est intéressant d'avoir quand même l'importance du renouvellement de l'air dans un fruitier. Donc, toujours cette ventilation qui est un facteur hyper important. Alors, j'ai poussé, disons, oui, voilà, revêtement non hygrophile. J'ai poussé le système un peu plus loin, dans le sens que dans une des caves, quand j'ai pu constater que nos automnes avaient des nuits trop chaudes, donc quand les fruits étaient cueillis, ils avaient 2-3 semaines comme ça où les fruits étaient, où les nuits étaient trop chaudes que pour refroidir la cave. À ce moment-là, je m'étais dit, pourquoi pas faire un compromis en installant un système de refroidisseur, un refroidisseur dans une cave, à faire tourner pour simuler les nuits froides, dans le cas d'automne trop chaud. Et donc, à ce moment-là, une fois que la température est atteinte, on arrête de mettre en place, de faire marcher le système du refroidisseur et on joue avec, à ce moment-là, les températures fraîches de la nuit pour ventiler. Et donc, c'est vraiment juste pour quelques semaines, un mois, où on utiliserait ce genre de système de froid qui consomme de l'électricité, évidemment. Et donc, ce serait un compromis. Voilà, pourquoi pas? Voilà, c'est une piste qui pourrait être éventuellement envisagée dans certains cas. Et sinon, on s'est aussi équipé de frigos, de chambres froides, sans avoir de système sophistiqué d'extracteur d'éthylène ou bien de réduction du taux d'oxygène et d'augmentation du taux de CO2. C'est juste une chambre froide avec des températures de l'ordre de 3 à 6-7 degrés, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour des gros lots de fruits. Donc voilà. Et après, boum, 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 on va passer. On passe, voilà. Ici, donc ça, c'est de nouveau notre ami Benjamin qui est allé à la criée de Vépion et qui est allé voir des systèmes de refroidisseurs. Donc, nous, on aime bien des systèmes de refroidisseurs. Si franchement, mon exposé va s'arrêter au niveau frigo parce que ce n'est pas ma spécialité et c'est vraiment un métier. Mais nous, on a d'office mis dans les cahiers de charges que les refroidisseurs, donc les circulateurs d'air, se mettent au niveau de la porte d'entrée, parce que ça nous fait gagner de la place au niveau des parois de fruitier. Donc ça, c'est vraiment, on gagne vite un mètre cube en ayant bien positionné son ventilateur ici en lieu et place du linteau de l'ouverture de la pièce. Bon, évidemment, en étant de plein pied, on a l'avantage de pouvoir gerber facilement des palox ou bien des palettes avec un gerbeur. C'est hyper plus facile, évidemment, que d'avoir des fruitiers en cave. Ça, c'est le facteur le plus compliqué. C'est la manutention des fruits. Quand vous êtes dans une cave, vous avez toujours le problème de devoir les descendre et puis de les remonter. Bon, alors, voilà. Pom, pom, pom. On va passer. Alors, oui, ça, je vais passer peut-être en vitesse. Mais ça, c'est plus destiné à des professionnels qui voudraient trouver un compromis entre une chambre froide et des variétés qui ont des capacités ou des degrés de conservation différents. Donc, ça permettrait de stocker par variété dans des palox qui sont fermés. Et donc, vous avez alors une espèce d'atmosphère contrôlée qui se met
automatiquement en place par variété, ce qui permet de sortir le palox en fonction de la date optimale de maturité par variété et non pas l'ensemble du frigo ou que éventuellement le palox d'une variété qui mûrit plus tôt perturbe par la production d'éthylène ou de CO2 la conservation des autres variétés. Donc ça permettrait pour des gros lots de variétés et pour beaucoup de variétés dans une même chambre froide d'améliorer la durée de conservation. Et le principe de base de ces palox, c'est d'avoir des membranes ici. Donc vous avez 6 membranes semi-perméables qui laissent s'échapper l'éthylène, qui laisse s'échapper l'oxygène et qui réduit donc de façon naturelle le taux d'oxygène. Or, la respiration est en lien avec l'oxygène, donc plus vous avez de l'oxygène, plus le fruit va respirer. Moins vous avez d'oxygène, moins le fruit va respirer. Et si le fruit respire moins, sa vitesse de maturation va être réduite. Et donc là, on joue sur ces facteurs gazeux, donc c'est ce qu'on appelle de l'atmosphère contrôlée. Soit on contrôle l'atmosphère par des méthodes physiques ou chimiques, soit par des méthodes naturelles, en utilisant des parois semi-perméables. Donc c'est ce qu'on appelle des palox Jani. Et donc on a fait un essai, je vais aller assez vite. Donc voilà les parois, on doit définir le type d'eau, de CO2 et d'oxygène par variété. Et on voit quand même, donc, entre un palox ouvert et un palox muni de ces parois et de ces membranes semi-perméables, on voit que l'arôme ici, après un certain temps de maturité, eh bien, on a un peu plus d'arôme, on a plus de fermeté, on a plus de croquant, oh là, pardon, on a plus de jutosité, on a plus d'acidité, le sucre, on n'a pas eu d'évolution et on a une appréciation globale nettement supérieure. Donc, on voit là que ce phénomène de création d'une atmosphère contrôlée semi-naturelle, on va dire, dans ce genre de palox fermé, peut être intéressant pour améliorer la durée de conservation et surtout pour améliorer la qualité gustative des fruits durant la conservation. Et donc là, on a mesuré au fur et à mesure la pénétrométrie, etc., etc. Alors ici, en termes de fermeté, on voit aussi qu'en fonction des variétés, à chaque fois quand on a utilisé le Matiempo, la fermeté était supérieure. En termes de maladies, on avait nettement moins de maladies, en tout cas par rapport au gliosporiose. Dans certains cas, la Wallef, on n'avait pas de différence, mais la Wallef conserve très bien. Et pour d'autres variétés, on avait Pirouette, la variété, c'est aussi une variété qui est assez sensible au gliosporium, on n'a pas vu de différence. Par contre, Pinova, Topaz et Coxibel sont des variétés qui ont nettement moins pourri dans ce type de symptômes. Donc, j'en arrive, je pense, à mes conclusions. J'espère vous avoir démontré que définir une date optimale de cueillette n'était que bénéfice pour tout le monde en termes de qualité gustative et en termes de durée de maturation et de conservation des fruits. Donc, ça a un impact prépondérant. Donc, il faut cueillir les pommes et les poires au stade optimal. On a une perte de masse, alors à ce moment-là, inférieure, et on a moins de pourriture aussi en fruitier. Et on doit développer des méthodes pour optimaliser les dates de cueillette variété par variété. Et donc, évidemment, les perspectives seraient que pour chaque variété, on puisse définir le taux optimum de fermeté, de sucre, d'indice de maturité par l'indice d'amidon, le test d'amidon, ou définir les indices de Streif, ou définir aussi, grâce à cette mesure d'infrarouge, les seuils idéaux pour pouvoir cueillir les fruits au bon moment, pour pouvoir avoir un potentiel de conservation et de qualité gustative qui sont vraiment à leur optimum. Et je crois que je termine avec ça. Ah ben voilà, donc je pense que ce sont des perspectives qui doivent encore se développer dans le cadre de travaux de recherche et d'application. Et donc,